Ce matin-là, à la vente aux enchères de voitures classiques de Westfield, personne ne regarda Lucas Hartley plus de 2 secondes. Il arriva en vêtements de travail portant encore de légères traces d'huile moteur. Une main tenant un programme de l'événement plié et annoté au crayon, l'autre tenant la petite main d'une fillette de 7 ans portant un t-shirt imprimé d'un dessin de jeu d'engrenage. Quand Lucas leva son panneau et enchérit $500 sur la Mustang 1967 rouillée et immobile reléguée dans le coin le plus éloigné de la salle, des rires éclatèrent dans la section VIP. Isabella Crane, PDG du groupe Crane Automotive, le regarda directement et parla juste assez fort pour que toute la salle entende. 500 $? Que allez-vous faire d'un tas de ferraille? 30 jours plus tard, toute la ville se tut. Ne détournez pas le regard, car ce que Lucas fit avec cette voiture vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur un homme en vêtements tachés d'huile. La vente aux enchères de voitures classiques de Westfield était le genre d'événement qui portait sa richesse comme une seconde peau. Organisée chaque année au Westfield Convention Hall, à la limite et d'Ashford, elle attirait des collectionneurs, des marchands et des investisseurs automobiles de 3 États. La salle sentait le cirage pour cuire et l'argent. Des hommes en costume sur mesure sirotaient du champagne près de cordons de velours. Des femmes en talons vérifiaient leur téléphone entre les lots. À l'avant de la salle, 2 commissaires-priseurs en blazer assortis maintenaient une énergie précise et contrôlée. La manière dont les gens gèrent les choses quand tous les présents peuvent se permettre d'être patients. Lucas se tenait près de l'allée latérale, pas dans la section VIP. Il avait une chaise pliante mais ne l'utilisait pas. Grace était assise sur ses épaules, ses petites baskets posées contre sa poitrine, ses yeux passant d'une voiture à l'autre à mesure que chaque lot était amené sous les projecteurs. Elle avait elle aussi un programme, sa propre copie, qu'elle annotait avec un marqueur violet depuis leur arrivée. Celle-là a une fissure dans le phare, dit-elle en pointant du doigt une Chevrolet de 1959 que l'on poussait. Bon œil, répondit Lucas à voix basse. Il n'était pas venu pour la Chevrolet. Il n'était pas venu pour la Corvette de 1963 vendue $62 000 au 3e lot, ni pour la Jaguar E-Type qui avait reçu une ovation debout quand l'enchère gagnante atteignit $90 000. Lucas était venu pour le dernier article du programme, le lot 22. Il avait entouré d'un petit cercle 3 jours plus tôt en lisant pour la première fois la description du catalogue, et sa main était restée ferme. La voix du commissaire-priseur devint nettement moins enthousiaste quand l'équipe au sol poussa le lot 22 en position. La voiture arriva sur une plateforme roulante plutôt que par ses propres moyens, car elle n'avait plus aucun moyen de le faire. La Ford Mustang Fastback de 1967 était restée dans un box de stockage en zone rurale du Kentucky pendant 22 ans estimés. Sa peinture s'était écaillée en larges bandes, laissant apparaître des zones de primaire grises et de métal nu. Le pare-choc avant était fissuré et partiellement détaché. Le pare-brise présentait une fracture diagonale allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. L'intérieur, visible à travers les vitres, avait été partiellement rongé par l'humidité et le temps. Le commissaire-priseur lut le rapport du véhicule d'un ton aplati, comme quelqu'un qui lit une liste de problèmes sur un bien dont personne n'attend qu'il se vende. Plusieurs personnes au premier rang se levèrent et s'étirèrent. Quelques-unes se dirigèrent vers la sortie. Sébastien Voss, assis 3 chaises à gauche d'Isabella Crane dans la section VIP, se pencha et murmura quelque chose. Isabella jeta un coup d'œil à la Mustang sur la plateforme puis détourna le regard vers son téléphone. Lucas regarda la voiture et ne détourna pas les yeux. L'enchère de départ était de $200. La salle resta silencieuse. Le commissaire-priseur répéta le chiffre et le silence continua. Puis Lucas leva son panneau. 500 $, dit-il. Le commissaire-priseur marqua une pause. Monsieur, l'ouverture est à 200. Vous pouvez commencer là si vous voulez. 500, répéta Lucas. Grace tapota le dessus de sa tête. On l'a eu, papa? Sébastien Voss rit le premier. Pas un rire discret, mais le genre qui invite les autres à se joindre. Quelques-uns le firent. Puis Isabella Crane, sans tourner complètement la tête vers Lucas, prononça la phrase qui la suivrait pendant les 30 jours suivants. 500 $. Que allez-vous faire d'un tas de ferraille? Les rires dans la section VIP n'étaient pas cruels comme peut l'être la cruauté de cours de récréation. C'était le rire de gens qui n'avaient jamais eu besoin de réfléchir sérieusement à 500 $ et qui ne pouvaient imaginer aucune raison de les dépenser pour quelque chose qu'il faudrait traîner hors de la propriété. C'était un rejet déguisé en amusement. Lucas ne regarda pas Isabella. Il regarda Grace, qui n'avait pas complètement compris les rires, mais qui avait compris le visage de son père,
qui restait calme et presque immobile, alors elle resta calme elle aussi. Elle faisait plus confiance à son visage qu'à la salle. Le marteau tomba. Lucas Hartley était le nouveau propriétaire de la Ford Mustang Fastback 1967, lot 22, pour $500. 8 ans plus tôt, Lucas avait été le responsable de la restauration chez Hollowell Classic Works, l'atelier de restauration de voitures classiques le plus respecté de la côte est. Les clients de l'entreprise incluaient des collectionneurs privés dont les noms apparaissaient dans les magazines économiques, un musée national qui appelait 2 fois par an, et 2 maisons de vente aux enchères internationales qui demandaient la documentation de Hollowell pour étayer leurs revendications de provenance. Lucas avait commencé là à 22 ans comme technicien junior et était devenu responsable du département de restauration avant son 30e anniversaire. Ses collègues l'appelaient « le docteur », non parce qu'il était formel, mais parce qu'il pouvait écouter un moteur tourner pendant 45 secondes et vous dire ce qui n'allait pas avant même d'ouvrir le capot. Il était parti un mardi de mars, 4 ans avant la vente de Westfield. Sa femme Claire avait été tuée dans un accident de voiture sur l'autoroute à l'extérieur de Providence un samedi soir, alors que Grace avait 3 ans. Pendant 11 mois après cela, Lucas continua à travailler, à faire les 2 heures de route jusqu'à l'atelier Hollowell, à rentrer après la nuit dans une maison où une fille avait besoin d'un père pleinement présent et recevait une version de lui qui était surtout fonctionnelle et parfois vide. Ce fut Grace qui prit la décision, comme les enfants prennent des décisions sans savoir qu'elles en prennent, en ayant besoin de plus de lui que la route ne pouvait en laisser. Il trouva un poste dans un plus petit garage du côté ouest d'Ashford. Le travail était honnête et sans complications. Il réparait ce qui devait être réparé, facturait équitablement et rentrait à temps pour préparer le dîner et vérifier les devoirs. Sa réputation dans la petite communauté des voitures classiques de la ville était discrète, mais solide. Les gens qui connaissaient le milieu connaissaient son nom. Les gens qui ne le connaissaient pas regardaient son garage et voyaient un homme en vêtements de travail. C'était généralement la fin de l'évaluation. Le soir suivant la vente, après que Grace fut endormie, Lucas tira une boîte en bois de sous son lit, une boîte qu'elle savait être là et à laquelle on lui avait dit de ne pas toucher sans lui. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc imprimée sur un papier au bord ramolli par l'âge. Elle montrait un homme d'une vingtaine d'années debout à côté d'une voiture devant un garage quelque part dans un paysage plat et sec. Oklahoma, à en juger par le ciel. La voiture sur la photo était une Ford Mustang Fastback. La peinture, même en noir et blanc, avait la qualité de quelque chose qui absorbait la lumière plutôt qu'elle ne la reflétait, quelque chose de profond et de délibéré. L'homme debout à côté d'elle avait la main sur le toit et plissait légèrement les yeux face au soleil. Il ressemblait à quelqu'un qui avait mérité quelque chose et qui n'était pas encore habitué à la voir. L'homme était Joseph Hartley, le grand-père de Lucas. L'année était 1969. Lucas portait la documentation du véhicule qui accompagnait la photographie depuis 3 ans, le titre original, la fiche de construction, l'étiquette de fenêtre avec le code de peinture d'usine imprimé à l'encre passée. Le code de peinture indiquait Azulco Blue. Le numéro d'identification du véhicule sur ces documents correspondait au numéro sur le châssis du lot 22 à la vente de Westfield. Il avait confirmé la correspondance à partir du catalogue avant de se rendre à Westfield. Il savait ce qu'il venait acheter avant d'entrer dans la salle. Ce n'était pas une Mustang aléatoire. C'était la voiture de son grand-père. Joseph l'avait vendue en 1988, une année où la famille avait eu plus besoin d'argent que de la voiture. Il en avait parlé rarement, et seulement de la manière spécifique dont les gens parlent des choses qu'ils ont abandonnées et qu'ils regrettent de l'avoir fait, brièvement, avec un changement dans le regard avant de changer de sujet. Il n'avait jamais dit qu'il le regrettait. Il n'avait jamais eu à le faire. Grace apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était venue chercher un verre d'eau et avait trouvé son père assis à la table de la cuisine avec une vieille photographie et plusieurs feuilles de papier jauni. « C'est la voiture ?» demanda-t-elle. « C'est la voiture. »« C'est la voiture de papy ?»« Il y a longtemps. » Lucas posa la photographie. « Je vais la remettre en état. » Elle réfléchit avec tout le sérieux d'une fillette de 7 ans à qui on avait appris que les problèmes mécaniques avaient des solutions mécaniques. « Tu peux la réparer, quand même ?» Elle avait l'air vraiment cassée. « Tout est réparable, dit-il. Il suffit de savoir par où commencer. » Le lendemain matin, un camion plateau remorqua la Mustang jusqu'au garage de Lucas sur Clement Street. Quelques voisins s'arrêtèrent sur le trottoir pour regarder le déchargement. La voiture avait encore plus mauvaise mine à la lumière du jour. La peinture écaillée était plus étendue.
Les garnitures chromées étaient oxydées jusqu'à un gris terne. Le panneau de toit était déformé à la jointure arrière. Aaron Mills arriva 20 minutes plus tard dans son camion. Aaron avait 38 ans, les épaules larges, et avait travaillé aux côtés de Lucas chez Hollowell pendant 2 ans avant que Lucas ne parte. Il dirigeait maintenant son propre atelier de sellerie et de garniture de l'autre côté de la ville. Il fit 2 fois le tour de la Mustang sans parler, s'accroupit pour regarder sous le châssis, puis se releva. « Tu es sérieux ?» dit-il. « 30 jours, répondit Lucas. Aaron le regarda. « 30 jours à partir d'aujourd'hui. » Aaron regarda à nouveau la voiture. Puis il enleva sa veste et la suspendit au mur du garage. « Je suis là les week-ends et je ne prendrai pas d'argent pour ça. » Lucas passa la journée entière à ne rien faire d'autre que regarder. Il tourna lentement autour de la voiture, pressant les doigts sur les panneaux, soulevant des sections de garniture pour vérifier ce qu'il y avait dessous, testant chaque charnière de porte pour voir le jeu. C'était ainsi qu'il avait toujours commencé, non avec des outils, mais avec de l'attention. L'évaluation devait venir en premier. Le travail devait savoir où il allait avant de commencer. Ce qu'il trouva changea considérablement l'image. Le châssis était sain. Pas seulement acceptable, véritablement sain. Aucune courbure dans les longerons, aucune corrosion significative dans les éléments structurels. Pour une voiture restée immobile pendant plus de 2 décennies, c'était le genre de découverte qu'un restaurateur reconnaissait comme rare sans avoir besoin de le dire à voix haute. Les panneaux de carrosserie étaient une autre histoire, rouille de surface, déformation dans le quart arrière droit et échec de la peinture partout. Mais le squelette en dessous était honnête. Le moteur était un bloc fait 390 pouces cubes, l'une des options les plus puissantes que Ford avait proposées sur la Fastback 67. Il avait été négligé de manière complète. Le carburateur était encrassé au-delà du nettoyage. Les joints de cache culbuteur avaient lâché. La chaîne de distribution s'était détendue. Mais quand Lucas retira les caches culbuteurs et regarda à l'intérieur, les parois des cylindres n'étaient pas rayées. Le bloc n'était pas fissuré. C'était un moteur endommagé, pas un moteur mort. Il trouva le mot en retirant le combiné d'instruments, glissé derrière le panneau de tableau de bord, plié une fois, écrit au stylo à billes qui avait légèrement bavé sur le papier au fil des années. Oklahoma, 1969. G. Hartley. Lucas resta immobile un long moment avec le papier plié dans la main. Puis il le mit dans son portefeuille, à côté de son permis de conduire. Il appela son grand-père ce soir-là. Joseph répondit à la 3e sonnerie, la voix prudente comme elle l'était toujours quand il ne savait pas qui appelait. « Je l'ai trouvé », dit Lucas. Le silence à l'autre bout dura assez longtemps pour que Lucas vérifie la connexion. Puis son grand-père dit très doucement. « Où ? Westfield. Kentucky. Avant ça, je ne connais pas tout le chemin, mais elle est ici. » Autre silence. « Elle est en mauvais état ? » « Elle est en mauvais état, » dit Lucas, « mais elle est complète. » Grace s'était endormie sur le canapé du salon. Quand il termina l'appel, il la porta jusqu'à son lit, l'installa soigneusement et resta un moment dans l'embrasure de la porte, à la regarder, la petite montée et descente régulière de sa respiration. Le marqueur violet encore tenu lâchement dans une main. Il retourna à la cuisine et écrivit le planning sur un bloc-notes juridique. 5 jours de démontage complet. 3 jours de nettoyage, catalogage et évaluation. 10 jours de recherche de pièces et reconstruction mécanique. 7 jours de travail de carrosserie. 4 jours de peinture. 2 jours d'intérieur et garniture. 2 jours d'assemblage final, vérification des systèmes et essais routiers. 30 jours. Les maths étaient possibles. Ce ne serait pas confortable, mais c'était possible. Les pièces seraient la partie difficile. Les composants d'origine pour une Mustang 1967 étaient disponibles, mais trouver les bonnes pièces prenait du temps que le planning n'autorisait pas généreusement. Lucas appela 3 fournisseurs ce premier soir et laissa des messages à 2 autres. Il avait encore des comptes de ses années Hollowell qui étaient actifs et une réputation que les fournisseurs reconnaissaient quand il donnait son nom. À la fin du 2e jour, il avait des engagements pour les composants moteurs, pistons, arbre à cames, distribution, roulement de vilebrequin, et une fenêtre de livraison dans laquelle il pouvait travailler. Le 6e jour, il se rendit chez Callaway Auto Supply au nord d'Ashford pour trouver des joints et un kit de reconstruction de carburateur. Le magasin était tenu par un homme nommé Douglas Callaway,
qui vendait des pièces aux mécaniciens sérieux depuis 31 ans et qui reconnaissait la qualité du travail comme un bibliothécaire reconnaît un lecteur attentif, par de petits signes qui s'accumulent en certitude. Lucas se tenait au rayon des composants Mustang quand une femme entra derrière lui. Il entendit la porte, enregistra le son et continua à lire les spécifications sur une boîte de pièces. Isabella Crane se tenait au comptoir et parlait avec Douglas d'un composant d'affichage pour le lancement du nouvel événement de la berline inspiré du patrimoine de Crane Automotive, une pièce qu'elle voulait sourcer selon une spécification d'époque pour une photographie promotionnelle. Elle était précise sur ce dont elle avait besoin et parlait sans hésitation. Le rythme de quelqu'un habitué à être la personne la plus claire dans n'importe quelle pièce. Douglas répondit à ses questions puis regarda au-delà d'elle vers Lucas. « Vous savez, dit-il de la manière facile de quelqu'un qui tient des conversations dans son magasin depuis 3 décennies et ne voit aucune raison d'arrêter, le monsieur qui regarde le rayon Mustang là-bas a restauré des véhicules pour le Smithsonian et Christie's Londres, entre autres endroits. » Isabella se retourna. Elle regarda Lucas pour la première fois, de la manière dont un professionnel regarde un autre. Comme un fait à évaluer plutôt qu'un détail à écarter. Lucas lisait le dos d'un kit de carburateur et ne s'était pas complètement retourné. Il hocha la tête vers Douglas. Ce fut tout. Isabella acheta ce dont elle avait besoin et partit. Sur le trottoir, elle s'arrêta un moment devant la porte vitrée avant de marcher jusqu'à sa voiture. Elle ne l'avait pas reconnu immédiatement au comptoir, mais elle avait reconnu le nom quand Douglas l'avait prononcé. Hartley. Elle avait entendu ce nom dans le contexte de la restauration une fois auparavant lors d'une conférence 2 ans plus tôt, dans une conversation sur les exigences de provenance pour une voiture vendue aux enchères pour plus de 1,2 million. Le travail avait été attribué à un restaurateur nommé Hartley de Hollowell Classic Works. Elle resta un moment dans sa voiture, puis retourna au bureau. Cet après-midi-là, elle demanda à son assistante de sortir tous les dossiers professionnels existants pour un Lucas Hartley, anciennement de Hollowell Classic Works, actuellement à Ashford. Ce qui revint fut un résumé de carrière qui ne correspondait pas à l'homme qu'elle avait vu à la vente de Westfield. Le projet Smithsonian, la documentation Christie's, une collection privée à Monaco, une restauration terminée qui avait été évaluée par un évaluateur indépendant et décrite dans un rapport officiel comme le travail le plus fidèle techniquement et historiquement de son genre réalisé au cours des 15 dernières années. Sébastien Voss s'arrêta dans l'embrasure de sa porte en fin d'après-midi. Il avait entendu par quelqu'un au centre de convention que l'homme de la vente travaillait réellement sur la Mustang, qu'elle était dans un garage quelque part à Ashford. Il rit en le mentionnant. Isabella ne rit pas. « Qui est-il » demanda-t-elle. Sébastien répéta ce qu'il avait dit. « Un mécanicien. Un type qui a acheté une voiture à $500. » Avant ça, dit Isabella, qui était-il avant ça? Sébastien ne savait pas. Il partit sans insister, lisant quelque chose dans son expression qui suggérait que la conversation était terminée. Isabella regarda le résumé de carrière sur son écran un moment de plus. Puis elle le ferma et retourna à son travail. Les semaines qui suivirent dans le garage de Lucas sur Clement Street furent le genre de semaines qui ne s'annoncent pas comme significatives pendant qu'elles se déroulent. Elles étaient faites de lever très tôt et de coucher très tard, et du silence particulier d'un homme faisant une chose qu'il sait très bien faire sans public. Grace venait au garage après l'école chaque après-midi et faisait ses devoirs sur une table pliante près du mur du fond, levant parfois les yeux pour demander le nom d'un composant ou pour offrir une observation qu'elle livrait avec un sérieux complet. La couleur du panneau de porte est mauvaise, dit-elle un mercredi soir pendant la 2e semaine, en tenant un échantillon de peinture qu'elle avait trouvé par terre à côté de la porte passager. Lucas regarda l'échantillon. « Quelle couleur penses-tu qu'elle devrait être ?»« Bleu, dit-elle, comme sur la photo de papy. Bleu plus foncé, comme l'océan la nuit. » Il la regarda. « C'est exactement ça. » La peinture fut le problème qu'il avait le plus anticipé. L'Azulco Blue, la couleur d'usine indiquée sur la fiche de construction originale de Joseph Hartley, avait été une option Mustang pour les années modèles 1967 et 1968. La formule de mélange originale de Ford existait dans la documentation technique, mais les pigments avaient changé depuis les années 1960, et aucun fournisseur de peinture commerciale à Ashford ne pouvait assortir la puce de référence que Lucas avait tirée du catalogue d'origine avec une précision suffisante. Il appela 3 ateliers spécialisés dans 2 villes différentes. Aucun ne put atteindre la formule avec assez de précision. Il passa une soirée à sortir un classeur qu'il avait gardé de ses années Hollowell, une collection de documents techniques,
de spécifications de couleurs d'usine et de ratios de mélange qu'il avait assemblés sur près d'une décennie de travail de restauration. La formule Azulco Blue était à la page 47, avec renvoi à un code produit Dupont discontinué en 1991. Avec la formule, les données de colorimétrie archivées et un spectrophotomètre qu'Aron avait emprunté à un collègue du métier de finition automobile, Lucas mélangea la peinture lui-même sur 2 jours d'essai et d'ajustement. Quand il tint le panneau de test à côté de la photographie en noir et blanc, en lisant la profondeur de la finition par rapport à la qualité tonale de l'image, l'assortiment était aussi proche qu'une photographie pouvait le confirmer. Aron prit le panneau de test, le tint à bout de bras et ne parla pas pendant un long moment. « Lucas, dit-il enfin, Isabella Crane va voir cette voiture à un moment ou un autre. Tu le sais. » Lucas ne répondit pas. Il était déjà en train d'installer la cabine de peinture. Le moteur s'assembla pendant les 2e et 3e semaines de la manière dont un travail mécanique complexe s'assemble quand la personne qui le fait l'a fait de nombreuses fois. Non sans difficulté, mais sans incertitude. Lucas remplaça chaque composant qui devait l'être et reconditionna chaque composant qui pouvait l'être selon les spécifications d'origine. Le bloc fait 390 fut nettoyé, alésé et remonté avec un soin qui n'aurait pas été visible pour un observateur occasionnel, mais qui serait audible pour quiconque écouterait le moteur tourner. Le 14e soir, il tourna la clé de contact pour la première fois. Le moteur prit, après 2 tentatives, un ralenti rude et irrégulier qui se stabilisa au cours de 40 secondes en quelque chose de plus régulier. Ce n'était pas encore correct. Le carburateur avait besoin d'ajustement. Le calage était légèrement décalé, mais il tournait. Un moteur de 60 ans qui n'avait pas démarré depuis plus de 2 décennies tournait dans un garage sur Clement Street à Ashford à 23h40. Aron mit les mains sur sa tête et regarda le plafond. Grace, qui s'était endormie sur la table pliante la joue sur ses devoirs, leva la tête au son. « La voiture a dit quelque chose ?» demanda-t-elle en clignant des yeux. Lucas la regarda. « Elle a dit qu'elle se souvenait de nous. » Elle accepta cela sans scepticisme, reposa sa tête et se rendormit. Le travail de carrosserie s'étendit du 15e au 22e jour. Le quart arrière droit fut la section la plus exigeante. La déformation nécessita du chauffage, du reformage et plusieurs passages de finition avant que la surface ne réponde aux standards que Lucas appliquait à tout. Passez la main dessus en basse lumière les yeux fermés. Et si vous sentez quelque chose, recommencez. Le traitement de la rouille fut méthodique. L'application de la presse se fit en 3 étapes. Aucune étape ne fut sautée parce que le planning était serré, ce qu'il était. Le 26e jour, l'Azulco Blue fut appliqué. Lucas pulvérisa la première couche l'après-midi et la seconde le lendemain matin. La couleur descendit sur la carrosserie de la manière dont un fait s'installe après avoir été confirmé, non comme une surprise, mais comme une reconnaissance. Le bleu profond avec son léger élément métallique dans la formule attrapait la lumière comme l'original l'avait attrapé en 1967. Comme elle l'avait attrapé quand Joseph Hartley se tenait à côté en Oklahoma et plissait les yeux face au soleil. Aron arriva le 27e jour pour le polissage et le travail de surface finale. Il entra dans le garage, s'arrêta dans l'embrasure et resta là sans parler pendant près d'1 minute entière. « Dis quelque chose, dit Lucas. »« J'essaie de trouver un mot, répondit Aron. »« Donne-moi 1 minute. » L'intérieur fut la dernière étape. Lucas avait sourcé des matériaux d'époque pour la sellerie des sièges, un assortiment proche du vinyle noir d'origine que Ford avait utilisé sur la Fastback 67, et avait installé les panneaux de porte de remplacement, la moquette et les composants du tableau de bord en 3 jours. Le combiné d'instruments fut remis en place en dernier. Avant de le fixer, il regarda le panneau arrière, celui qui avait été dans cette voiture depuis qu'elle avait quitté l'usine à Dearborn. Celui qui avait été dans cette voiture quand Joseph Hartley l'avait sorti du concessionnaire à Oklahoma City au printemps 1967. La gravure était encore là où il l'avait laissée. G. Hartley. Il ne la restaura pas. Il ne la polit pas, ne la combla pas, ne la traita pas comme un défaut à corriger. Il nettoya la zone autour avec une attention soigneuse et remit le combiné d'instruments en place avec les initiales gravées exactement là où elles avaient toujours été. Le 29e jour, une lettre arriva de l'Ashford Vintage Automotive Showcase, la plus grande exposition annuelle de voitures classiques de la ville, organisée chaque année à Ashford Convention Park. La lettre venait du comité organisateur de l'événement. Elle disait que le showcase aurait lieu le samedi suivant et qu'une place d'exposition avait été réservée pour un véhicule exceptionnel récemment porté à leur attention.
Elle invitait Lucas à présenter la voiture dans l'espace central d'exposition, qui était généralement attribué par sélection du comité plutôt que par candidature ouverte. Lucas lut la lettre 2 fois. Puis il la montra à Grace, qui mangeait des céréales à la table de la cuisine. « Ils veulent voir notre voiture, dit-elle. On dirait bien. Elle est prête ?» Lucas regarda vers la porte du garage. Presque. Il ne savait pas qui avait contacté le showcase en son nom. Il ne demanda pas. Ce qu'il ne savait pas et n'apprendrait que bien plus tard, c'était qu'Isabella Crane avait passé cet appel elle-même 2 jours après avoir sorti son dossier professionnel et lu le rapport de l'évaluateur de la collection de Monaco. Elle avait contacté le comité par un intermédiaire et avait suggéré, sans pression, qu'un véhicule d'un intérêt historique et technique inhabituel pourrait mériter une place centrale. Elle n'avait pas mentionné son lien avec la vente de Westfield. Elle n'en avait parlé ni à Sébastien, ni à son assistante, ni à quiconque chez Crane Automotive Group. Elle avait décroché le téléphone, passé l'appel et était retournée à son travail. La dernière nuit, Lucas et Aaron terminèrent les derniers ajustements, le mélange au ralenti, l'avance à l'allumage, la vérification finale du couple sur les composants de suspension à 2h15 du matin. Les 2 hommes étaient au-delà de la fatigue. Lucas s'assit sur le sol du garage, le dos contre l'armoire à outils, et Aaron s'assit en face près de la porte, et aucun des deux ne parla pendant un moment. La Mustang se tenait au centre du garage sous les lumières du plafond. La peinture Azulco Blue tenait la lumière avec la même profondeur tranquille qu'elle avait tenue en 1967. Chaque surface était juste. Chaque ligne était là où elle devait être. De la ligne de toit fastback bordée de chrome à la calandre avant rechromée, des entourages de phares anti-brouillard d'époque aux panneaux arrière noircis, la voiture était aussi fidèle à ses spécifications d'origine que 30 années d'expérience de restauration pouvaient le faire en 30 jours. Aaron prit sa veste sur le crochet près de la porte. Il resta à regarder la voiture un long moment avant de la mettre. 30 jours, dit-il, à partir d'un tas de ferraille à 5 cents. Lucas, tu te rends compte de ce que tu as fait ici? Lucas regarda la voiture. Il regarda la photographie de Joseph Hartley qu'il avait scotchée au mur du garage 3 semaines plus tôt. Elle était toujours là, légèrement recourbée à un coin. Je l'ai ramenée à la maison, dit-il. Il porta Grace au lit 1 heure plus tard. Elle s'était réveillée quand la lumière du garage s'était éteinte et avait demandé dans le brouillard d'un sommeil interrompu si la voiture était terminée. Tout est fait, dit-il. On va la montrer demain. Bien, dit-elle, et elle se rendormit avant même qu'il ne l'installe. Le samedi matin arriva clair et sec avec le genre de lumière d'octobre qui est utile aux photographes et bienveillante pour les finitions de peinture. Ashford Convention Park occupait 6 acres à la limite nord de la ville. Et à 8 heures du matin, les terrains étaient déjà disposés avec plus de 80 véhicules. Voitures de sport, voitures de tourisme, roadster d'avant-guerre, muscle cars des années 1960 et 1970, tous présentés sur de l'asphalte propre sous des structures de tente blanche. Lucas conduisit lui-même la Mustang de Clement Street jusqu'au parc. C'était la première fois que la voiture se déplaçait par ses propres moyens sur une route publique depuis avant la naissance de Grace. Le V8 390 sonnait comme il avait été construit pour sonner. Une autorité basse et sans hâte que d'autres conducteurs remarquaient quand il passait, tournant la tête à une intersection ou ralentissant brièvement sur la bretelle d'accès. Grace était assise sur le siège passager dans une veste en jean, les cheveux en queue de cheval haute, tenant la photographie de 1969 sur ses genoux avec les 2 mains. « C'est la voiture la plus bruyante de la route, dit-elle. »« C'est un gros moteur, dit Lucas. »« J'aime bien, dit-elle. » Le personnel à l'entrée de l'événement dirigea Lucas vers l'espace central d'exposition, une position au centre géométrique exact des terrains, là où les allées des 4 points d'entrée convergeaient. On ne lui avait pas dit à l'avance que c'était là qu'il allait. Il se gara, coupa le moteur, et dans le moment de silence après l'arrêt du moteur, un homme debout à 6 mètres se retourna pour regarder la voiture. Puis l'homme à côté de lui se retourna, et en 2 minutes il y avait une douzaine de personnes en arc lâche autour de la Mustang sans que personne n'ait rien dit pour les organiser. Grace sortit de la voiture et se tint à côté de l'aile avant en tenant la photographie. Un collectionneur plus âgé, un homme de la fin de la soixantaine nommé Raymond Aldi, qui assistait au showcase depuis 19 de ses 22 ans et qui avait été présent 2 fois à l'atelier Hollowell Classic Works quand Lucas y dirigeait la restauration, s'approcha et regarda la voiture avec l'attention calme et minutieuse de quelqu'un qui a regardé beaucoup de voitures et a appris à distinguer celles qui ont été faites pour paraître belles de celles qui ont été faites correctement.
Il s'accroupit au quart arrière. Il se releva et marcha vers l'avant. Il ouvrit le capot et resta à regarder le compartiment moteur un long moment. Puis il se redressa, regarda Lucas et tendit la main. « Lucas Hartley, je me demandais ce que tu devenais. » Il marqua une pause. « Maintenant je sais. » Une journaliste de l'Ashford Times était sur les lieux pour couvrir le showcase pour la section culture du week-end. Elle avait reçu un tuyau la veille de quelqu'un dans la communauté des collectionneurs qu'un véhicule notable pourrait être exposé, avec un lien à une histoire qui circulait dans les cercles automobiles depuis la vente de Westfield. Elle trouva la Mustang en suivant le rassemblement de personnes. Elle prit des photographies puis se tint à côté de Grace, qui expliquait l'histoire de la voiture à un garçon de son âge avec l'autorité de quelqu'un qui avait entendu les faits énoncés avec précision et les avait retenus avec précision. « C'était la voiture de mon arrière-grand-père, dit Grace. Il l'a achetée en 1967. Mon papa l'a trouvée et l'a réparée. Ça a pris 30 jours. La couleur s'appelle Azulco Blue. » Le garçon hocha la tête sérieusement. « C'est quoi Azulco ?» Grace réfléchit. Un endroit très bleu, dit-elle. Isabella Crane arriva au showcase à 10h45, plus tard qu'elle ne l'avait prévu. Elle venait en tant que représentante exécutive du groupe Crane Automotive. L'entreprise était sponsor principal de l'événement, et elle se déplaçait sur les terrains avec son assistante et 2 membres de son équipe de communication. Elle avait déjà assisté au showcase. Elle savait à quoi ressemblaient généralement les véhicules, comment les foules se distribuaient généralement, quelle était généralement l'énergie de l'événement. L'espace central d'exposition n'était pas typique aujourd'hui. À 40 mètres, elle pouvait voir la foule plus importante et plus concentrée que tout autre regroupement sur les terrains, disposés autour d'un seul véhicule. Elle s'approcha. La foule s'écarta naturellement à mesure qu'elle avançait. La manière dont les foules s'écartent pour quelqu'un qui se déplace avec une certitude exécutive. Puis la foule s'écarta suffisamment pour qu'elle voie la voiture. L'Azulco Blue l'arrêta. Pas la couleur elle-même, bien que la couleur fût extraordinaire dans la lumière du matin, exactement la profondeur et la qualité que la spécification 1967 avait prévue et que la plupart des tentatives modernes de la formule échouaient à atteindre. Ce qui l'arrêta fut l'ensemble. Les proportions de la ligne de toit fastback contre la carrosserie restaurée. Le chrome qui brillait à nouveau avec la clarté de quelque chose de neuf. Le compartiment moteur qu'elle pouvait voir à travers le capot ouvert. Le bloc 390 assis propre et précis dans le compartiment moteur comme s'il avait été assemblé hier plutôt que reconstruit dans un garage 30 jours plus tôt. Elle avait vu la voiture à Westfield. Elle se souvenait exactement de son apparence. La peinture écaillée, le pare-brise fissuré, le pare-choc pendant de travers, l'apparence générale de quelque chose qui avait abandonné. Ce qui se tenait devant elle maintenant occupait le même espace physique dans son esprit, mais était autrement un objet complètement différent. Non pas restauré, mais rendu à ce qu'il avait été, avec une fidélité technique complète par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, à un degré qu'elle n'avait pas pris le temps de considérer quand elle l'avait vu à Westfield avec ses vêtements de travail et sa fille sur ses épaules. Sébastien Voss se tenait à sa gauche. Il avait vu la voiture puis vu Lucas debout près d'elle et n'avait rien dit depuis. Isabella avança à travers l'espace restant entre elle et la voiture. Lucas la vit à une dizaine de pas. Il ne s'éloigna pas. Il ne changea ni son expression ni sa posture. Il resta simplement debout et attendit. Comme il avait attendu quand le marteau était tombé à Westfield. Elle s'arrêta devant le capot. Elle regarda la voiture du nez à l'arrière. Un regard lent et complet qui prenait la mesure de tout. Puis elle regarda Lucas. « Combien de temps ?» dit-elle. « 30 jours. » « Depuis la voiture de Westfield. »« Oui. » Il y eut une pause. Grace se rapprocha de son père, levant les yeux vers Isabella avec une curiosité franche et sans complication. Isabella regarda l'enfant un moment. « J'ai dit quelque chose à la vente, » dit Isabella. Sa voix avait changé de registre par rapport à celle qu'elle utilisait en réunion. Moins d'arête, plus de franchise. C'était méchant envers vous et envers elle. Elle regarda Grace. « Je suis désolé. » Lucas hocha la tête une fois. Il n'en dit pas plus. Il n'accepta pas avec des mots conçus pour combler la distance plus vite que la distance ne le méritait. Il hocha la tête. Et ce hochement fut suffisant. « C'est bon, » dit Grace avec une sincérité parfaite.
Papa dit que les mots méchants viennent généralement de gens qui n'ont pas encore regardé assez attentivement. Isabella regarda l'enfant. Quelque chose changea sur son visage qui n'était ni tout à fait un sourire ni tout à fait autre chose. C'était l'expression de quelqu'un qui recevait une correction à laquelle elle ne s'attendait pas, venant de la direction d'où elle venait. Le jury du showcase fit ses annonces à midi sous la tente principale près de l'entrée. La foule se rassembla autour du podium de la manière dont les foules se rassemblent pour la conclusion de choses dans lesquelles elles ont investi une matinée. Le prix du meilleur du show alla à la Ford Mustang Fastback 1967, espace central d'exposition, propriétaire Lucas Hartley. Le prix de la meilleure restauration alla au même véhicule. Le porte-parole du jury lut la citation au micro. Une restauration complète à partir d'un état non opérationnel, exécutée en 30 jours en utilisant des composants d'époque et des techniques historiquement fidèles, représentant le plus haut standard de travail que le jury ait rencontré au cours des 22 ans d'histoire de l'événement. Les applaudissements commencèrent au bord de la foule et se propagèrent vers l'intérieur. Grace sauta et attrapa la main de son père avec les deux siennes. Lucas resta les bras le long du corps, regardant le podium puis regardant la photographie. Elle tenait toujours son grand-père à 29 ans à côté de la même voiture dans une décennie différente, dans la même posture modeste d'un homme qui avait mérité quelque chose et qui n'était pas encore habitué à la voir. Aaron avait conduit jusqu'à Oklahoma City le jeudi précédent et n'avait rien dit sur l'endroit où il allait. Il avait dit à Lucas seulement qu'il avait une course à faire et qu'il serait de retour samedi matin. Il arriva au showcase juste avant midi avec un passager, un homme de 67 ans aux cheveux argentés et avec une canne, qui avançait lentement sur l'asphalte en chaussures habillées légèrement inadaptées à l'occasion, mais qui avait été ciré ce matin-là avec un soin évident. Joseph Hartley traversa le bord de la foule et s'arrêta quand la voiture entra dans son champ de vision. Il resta immobile longtemps, assez longtemps pour que les gens autour commencent à le remarquer et reculent, créant de l'espace sans qu'on le leur demande. Il avança lentement, leva la main et la posa à plat sur le capot de la Mustang directement au-dessus du moteur, exactement là où un homme pose sa main quand la chose qu'il touche est quelque chose à quoi il a pensé pendant longtemps. Ses yeux étaient rouges au coin. Grace courut vers lui et enroula ses bras autour de sa taille. « Papy, c'est ta voiture. Papa l'a réparée. Ça a pris 30 jours. » Joseph Hartley tint sa petite fille d'un bras et garda son autre main sur le capot de la voiture. Il ne put parler pendant un moment. Quand il put, ce qu'il dit fut assez bas pour que seules les personnes immédiatement autour de lui l'entendent. « Je sais, ma chérie, dit-il. Je sais. » Lucas se tint à côté de son grand-père et ne dit rien. Il n'y avait rien qui nécessitait d'être dit. La voiture était là. Les trois étaient là. C'était l'énoncé complet. Isabella regardait depuis une distance respectueuse. Son assistante commença à dire quelque chose et elle leva légèrement une main, un signal discret qui signifiait pas maintenant. Elle regarda la main de Joseph Hartley sur le capot de la voiture et ne dit rien. Sébastien Voss avait quitté les lieux 40 minutes plus tôt. Il n'avait serré la main de personne en sortant. Plus tard dans l'après-midi, quand les présentations formelles furent terminées et que la foule s'était réduite au flux régulier de ceux qui restent jusqu'à la fin des événements par véritable intérêt, Isabella trouva Lucas debout près de l'avant de la Mustang pendant que Grace était assise sur le siège passager, expliquant les jauges du tableau de bord à Raymond Aldi à travers la vitre ouverte. « J'aimerais vous parler de quelque chose, dit Isabella. Quand vous aurez le temps. » Lucas attendit. « Crane Automotive se lance dans une division patrimoine, dit-elle. Restauration et certification de voitures classiques. Nous avons le capital et la base de clients. Nous n'avons pas l'expertise. » Elle marqua une pause, et la pause avait la qualité de quelqu'un qui est plus prudent qu'elle ne l'est d'habitude. « Je pense que je l'ai trouvé aujourd'hui. » Lucas la regarda fixement. « À quoi ressemblerait le travail ? » « C'est ce que je voudrais discuter. » « Selon vos conditions ? » Il resta silencieux un moment. Il regarda par-dessus le capot de la Mustang son grand-père, qui était maintenant assis sur le siège conducteur, les mains posées sur le volant d'origine, regardant à travers le pare-brise vers rien en particulier, avec une expression qui n'avait pas d'autre nom que la paix. « Mes conditions incluent de rester à Ashford, dit Lucas. Et d'être à la maison pour le dîner. »« Je comprends, dit Isabella. »« Alors nous pouvons parler, dit-il. » Il ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Il dit qu'il pouvait parler. Et c'était la réponse appropriée pour le moment, mesurée, honnête et non engagée envers quoi que ce soit sauf la conversation. En fin d'après-midi,
Ashford Convention Park avait le calme d'un événement qui se termine, table pliante démontée, propriétaire de voitures faisant des photos finales, le soleil d'octobre projetant de longues ombres sur l'asphalte. La Mustang était assise dans l'espace central dans les derniers rayons de la lumière de l'après-midi. L'Azulco Blue prenait une qualité légèrement plus chaude à mesure que l'angle du soleil changeait. La couleur gardait sa profondeur de la même manière à 16h qu'à 10h du matin, ce qui était la marque d'une peinture faite correctement. Aaron roula à côté de Lucas sur le chemin du retour vers Clement Street. Grace s'endormit contre la vitre passager avant qu'il n'atteigne le premier carrefour. La photographie de Joseph Hartley était toujours sur ses genoux, sa main posée légèrement dessus. Joseph roulait dans le camion d'Aaron, regardant les rues d'Ashford en début de soirée. Lucas conduisait dans le silence particulier d'un homme à la fin d'une chose qu'il a terminée. Le moteur tournait sous lui avec l'autorité régulière et sans hâte qu'il avait reconstruite pour qu'il ait. Il l'écoutait de la manière dont il avait toujours écouté les moteurs, trouvant dans le son non seulement l'information mécanique, mais la confirmation que le travail avait été fait comme il devait l'être. Il pensa à ce qu'Isabella avait dit à Westfield. 500 $, tas de ferraille. Les mots n'avaient pas été gentils et n'avaient pas été destinés à l'être, mais ils avaient été, d'une manière involontaire, utiles. Non pas comme motivation au sens spectaculaire, mais comme une sorte de clarté. Le 12e jour, quand le moteur avait refusé de démarrer pour la 3e fois, qu'Aaron était rentré chez lui, que Grace dormait et que le garage semblait très grand et le planning très court, c'était cette clarté, la certitude de ce qu'il faisait et pourquoi, qui avait gardé ses mains en mouvement. Il y a des choses qui sont sous-estimées, non parce qu'elles manquent de valeur, mais parce que la personne qui les évalue n'a pas regardé assez longtemps, assez durement ou assez attentivement. La voiture en était une. Il avait toujours soupçonné qu'il en était peut-être une aussi. Il tourna dans Clement Street. La lumière du garage était encore allumée. Aaron avait dû la laisser allumée quand il était venu chercher Joseph ce matin-là. La porte était ouverte et la lumière tombait sur l'allée en rectangle, et Lucas gara la Mustang dedans et coupa le moteur. Le silence après l'arrêt du moteur était du bon genre. Le genre qui arrive quand quelque chose qui a tourné comme il devait tourner se repose enfin. Il resta un moment sur le siège conducteur. Puis il sortit, souleva Grace du côté passager sans la réveiller et la porta vers la maison. À la porte, il se retourna une fois. Joseph se tenait à côté de la voiture dans le garage, la main sur le toit, sans bouger, sans parler, juste debout de la manière dont on se tient à côté de quelque chose que l'on avait abandonné et que l'on a reçu en retour, avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui ne veut pas précipiter le moment parce qu'il comprend que certains moments n'arrivent pas 2 fois. La voiture était rentrée à la maison. L'homme qui l'avait ramenée entra dans la maison. La lumière du garage resta allumée un peu plus longtemps.